Comment guérir de la Covid? Faut-il privilégier le vaccin ou les médicaments? Édition spéciale ce mercredi 23 juin, 19h30, avec le professeur Jean-Marie Kayembe. Le patron de la prise en charge des malades Covid revient sur la maladie, sur la riposte, sur les mesures gouvernementales prises pour contrer l'épidémie. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Édition spéciale ce mercredi 23 juin, 19h30. Bonsoir à tous et merci d'être encore à notre rendez-vous. L'édition spéciale cette semaine consacrée à l'épidémie Covid. La RDC dans sa troisième vague. Jusqu'où irons-nous? Les questions nous les posons aux spécialistes. Hier, c'était le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Aujourd'hui, nous sommes avec le responsable de la prise en charge à la riposte nationale. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Jean-Marie Kayembe, le professeur Jean-Marie Kayembe qui a accepté de nous recevoir au siège de l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, pour parler avec nous prise en charge. Comment est-ce que sont soignés les malades de la Covid? Est-ce que les médicaments, puisqu'ils existent, seraient moins efficaces que les vaccins? Pourquoi se vacciner? Dans quelles conditions les membres de la riposte opèrent-ils? Toutes ces questions, nous avons posées au professeur Jean-Marie Kayembe, qui est aussi doyen honoraire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Édition spéciale, on parle prise en charge. Vous êtes le responsable de la prise en charge Covid en République démocratique du Congo au sein du secrétariat technique La Riposte Nationale. Effectivement. Aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes. On parle de troisième vague. Combien y a-t-il de lits disponibles? On commence par là. Pourquoi? Parce que Top Congo a titré il y a 3 jours qu'il n'y a plus de lits disponibles dans les CTECO. Vous confirmez? Combien de lits disponibles? Laissez-moi déjà vous dire qu'une petite enquête menée aujourd'hui, Kinshasa n'étant pas le Congo, sur toute la République, dit à l'heure actuelle avoir 561 lits dans les CTECO, essentiellement les CTECO publics à travers toute la République. Et l'occupation de tous ces lits-là, à travers toute la République, avoisine les 70% à l'heure actuelle. C'est la première fois que l'on atteint des chiffres comme cela. Là, je parle de l'occupation en particulier à Kinshasa. L'actualité de ce matin. Ceci pour dire qu'on a effectivement un afflux très important de patients dans les différents CTECO. Certains affichent totalement complet. Mais il y a quand même encore par-ci par-là, notamment aux cliniques universitaires, 3 lits. C'est une situation que l'on n'avait jamais connue auparavant. Il y a des hôpitaux qui n'ont pratiquement plus de place. L'exemple est donné par la clinique Ngaliem. 3 lits qui se libèrent parce que 3 décès, parce que le week-end dernier, vendredi, 2 personnes sont mortes, samedi 2 personnes sont mortes, ou des lits qui se libèrent parce que maladie guérit? Je dois dire qu'on a les deux. Ceci ne fait pas occulter le fait que nous assistons cette fois-ci avec cette troisième vague à un accroissement important du nombre de décès. Mais nous avons parmi les malades, les personnes infectées, également un bon lot de guéris. Tout simplement, on ne sait plus donner exactement la statistique de ceux qui sont guéris, la plupart l'étant dans la communauté. Et vous savez bien qu'il y a une petite démotivation des acteurs de surveillance, en particulier au niveau des zones de santé, etc. Les personnes n'étant à ce jour pas toujours motivées. Pas payées depuis 7 mois. Exactement. Comment est-ce qu'on fait avec un personnel dans une telle situation, impayé depuis 7 mois? À part promettre l'eau et le pain, éventuellement, à part réveiller la conscience nationale des prestataires de soins, à part dire que nous avons pour vocation de soigner la population en détresse, mais il y a également, il faut le reconnaître,
la volonté réelle exprimée par le premier citoyen, le président de la République, informé de cette situation, a donné des directives absolues pour que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. Je suppose qu'après cette émission que je passe avec toi, tu nous annonceras probablement. On connaît ta capacité à chasser l'information, que finalement ce gap a été comblé par la responsabilité gouvernementale. Alors justement, dans ma capacité à rechercher l'information, j'ai peut-être été un peu trop loin puisque je suis tombé malade. À tomber malade, je remercie d'ailleurs l'INRB, particulièrement vous, pour tout ce que vous avez fait pour ma petite personne. Mais cela m'a permis aussi d'être un peu plus aguerri et érudit, on va dire, sur les faits de médecine que vous traitez tous les jours. Et dans ces faits de médecine, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première question la plus importante, puisqu'on a parlé gros sous, est-ce que, comme l'annonce le gouvernement, la prise en charge des malades est gratuite en RDC? Est-ce qu'on peut encore le dire aujourd'hui? Si vous mettiez devant moi un appareil à détecter le mensonge, je ne sais pas s'ils existent réellement, mais devant Dieu le Père, le mensonge, il est détecté à l'instant même où il est proféré. Oui, la gratuité de la prise en charge de malades covidiques, en tout cas dans tous les centres de prise en charge de l'État, je confirme, la main sur le cœur, et si ça ne l'était pas, je pense que les personnes qui le font méritent sanction, elle est gratuite. Est-ce que cette sanction est appliquée uniquement dans les CTCO, qui sont les centres de traitement Covid, ou aussi dans les cliniques privées? Je rappelle que le gouvernement a déclaré Urbi et Torbi que la prise en charge des malades Covid, du fait du Covid, et parce que pour certains comorbidités il y a, et que dans le cas des Covid, on laisse ou on stimule le système immunitaire et on soigne les causes du Covid, dans certains centres privés, la facture peut arriver à des montants très élevés. Je dois vous avouer que ça, c'est un gap absolu de notre système de santé. Le partenariat entre public et privé ne fait pas avancer le système, qu'à cela ne tienne. Occasion de pandémie comme celle-ci doit être une occasion du réveil de la conscience médicale nationale et de la promotion du système de santé. Les hôpitaux privés, les décideurs doivent, à mon humble avis, je n'inflige pas le doivent, qui n'est pas un vocabulaire tout à fait correct, mais devraient, cela est un petit peu nuancé, entreprendre des négociations évidentes. Nous avons connu, à l'occasion de la première phase, des difficultés réelles à gérer, citons un exemple, l'hôpital du Cinquantenaire, dont la capacité en termes de lits et le plateau technique auraient pu aider certainement à soulager davantage la pandémie. Pour la petite information, vous avez parlé de 500 lits disponibles. Pour le seul hôpital du Cinquantenaire, on parle de plus de 1000 lits disponibles avec oxygène. Et cet hôpital n'est toujours pas mise officiellement à contribution, alors qu'on parle d'un hôpital privé en partie dans cette riposte contre le Covid. Voilà pourquoi la réalité dans les négociations que l'État d'une part et le secteur privé font, que chacun respecte sa part du contrat. J'ai participé une fois à un conseil multisectoriel de la riposte autour du président de la République, qui a dû s'enquérir de l'état de la situation, notamment avec le Cinquantenaire et avec le centre médical de Kinshasa, ce dernier étant doté d'équipements de réanimation de très haut niveau. Mais ces centres déplorent le fait que les premières factures relevant des négociations qui avaient été entreprises à travers le ministère de la Santé publique n'ont pas été toutes accomplies. Il est important et urgent, l'égalité de soins devant être le primum movens dans la décision même, passez-moi la tautologie des décideurs, il est important que tout le monde, en fonction de l'état
qu'ils présentent accèdent aux soins de la meilleure qualité possible. Les négociations doivent pouvoir être refaites, le cinquantenaire réouvert éventuellement, parce que qui sait quand s'arrêtera éventuellement cette troisième vague, qui est certainement plus meurtrière. À ce stade, vous pensez qu'elle peut s'arrêter maintenant ou vous pensez que le pic est encore loin? Le pic qui est la phase après laquelle le nombre de cas va baisser. Je dois vous avouer que vous, journalistes, la chance que vous avez, c'est celle de nous poser éventuellement des questions, certaines nécessitant par moment de recourir à la boule de cristal. Je m'en vais ne pas me transformer en devin, la tâche est peut-être plus facile, mais je dois vous avouer que nous assistons actuellement à une ascension vertigineuse et quasi quotidienne du nombre de cas. Quand atteindrons-nous le pic ? Même les épidémiologistes qui en cela marient philosophie et sciences exactes, calculs, etc., n'arrivent pas encore à prédire absolument quand viendrait le pic. Il faut plusieurs indicateurs que nous ne réunissons pas toujours de la prise en charge. Je formule le vœu que nous ayons déjà atteint ce pic parce que nos yeux ont suffisamment pleuré. Je suis très content, j'ai suivi votre témoignage à vous-même, qui est un témoignage poignant, qui a certainement fait croire, converti plusieurs Congolais qui jusqu'ici n'ont pas cru que la Covid était une affaire de tout le monde. Ils se disent, même celui-là, ce colosse, parce qu'il faut déjà voir, Christian, tu n'es pas le journaliste le plus gringalé que j'ai connu, mais que tu le dises toi-même à tout le monde, ils ont dit oui, si Christian Lusakweino peut attraper la Covid, ça signifie que tout le monde peut l'attraper dans ce pays. Et c'est important qu'on se mette ensemble et debout, qu'on se réveille et que nous soyons ceux qui n'écrasent tout simplement pas le poids, parce que là, ce n'est pas le mauvais sort. On va revenir sur la sensibilisation, parce que c'est aussi votre tâche. Encore que mon intervention n'était pas une sensibilisation, elle n'était que l'explication à nos auditeurs d'une absence prolongée. Revenons sur la maladie. Vous dites que vous ne pouvez pas prédire des jours à venir, mais au regard de ce que vous voyez, le nombre de malades qui s'accroît, la sensibilisation qui est, on va dire, nulle ou très absente, et le respect des gestes barrières qui peut-être un temps a été écouté, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout, notamment pour certains avec des décisions gouvernementales qui privilégient les uns aux autres. Est-ce que vous pensez que ce chiffre peut baisser maintenant ou craignez-vous plutôt qu'il atteigne des sommets? On pense au Brésil, on pense à l'Inde. Je dois vous dire absolument que je demeure convaincu que sans l'application stricte de mesures préventives, nous parlons maladie maintenant, le traitement curatif de cette maladie, à ma connaissance, les molécules qui se rapprochent davantage, au moins, de la stimulation, de la réaction, de la réponse immunitaire, que sont les anticorps monoclonaux, sont à des prix totalement prohibitifs chez nous à l'heure actuelle. Imaginez une cure de quelques jours pour plus de $2000. Le président des États-Unis, on peut parler de lui, l'ancien, en a bénéficié de ce traitement qui d'ailleurs n'était qu'en état expérimental à ce moment-là. Et on a obtenu, bien sûr, avec les anticorps monoclonaux, un résultat positif. Mais là où l'on ne peut pas, là où la plupart des molécules usitées à l'heure actuelle le sont, dans un but totalement compassionnel. Donc c'est une preuve évidente et absolue de leur efficacité également absolue sur le traitement ou la clearance du virus. La prévention est la mère de tout. Et cette prévention, par des mesures de restriction individuelle, absolument. Restriction de certaines libertés, comme le port obligé, nécessaire, correct du masque, comme la distanciation physique, comme tout le temps se laver les mains à l'eau savonneuse ou au gel hydroalcoolique,
nous rappelons toutes ces mesures de restrictions individuelles doivent être renforcées. Mais à côté des mesures de restrictions individuelles, les États sont parfois, la cité est obligée d'appliquer des mesures de restriction au niveau de la communauté, au niveau d'un pays. On a parlé éventuellement de confinement. C'est tout au moins, je voudrais ici prendre la casquette des épidémiologistes, que je ne suis pas, ils disent que c'est généralement au bout de 2, mieux encore 3, beaucoup mieux encore 4 semaines que l'on peut évaluer l'efficacité de mesures. Mais aujourd'hui, en parlant de l'efficacité de ces mesures, question d'auditeur de Top Congo, est-ce qu'on peut comprendre qu'on autorise les bus dans lesquels les Congolais se transportent sans masque et qu'on interdise les bars où ils sont dans une promiscuité tout aussi grande, que l'on autorise les cultes où, alors qu'on interdit les réunions de plus de 20 personnes, ou alors, pire, qu'on laisse la frontière ouverte alors qu'il est clairement établi que cette maladie est une maladie importée. Nous sommes, nous, secrétariat technique, un conseiller technique de l'action, de la décision gouvernementale. Si je devais vous présenter les propositions du secrétariat technique, elles vont dans le sens, pas de complications drastiques, parce qu'il faut également penser à l'impact de tout cela sur la psychologie individuelle et sur la psychologie de la société. Il faut voir le stress que tout cela peut créer. C'est vrai, nous avions proposé. Et moi, ce matin, en partant du campus où j'habite, j'ai observé tout au moins les bus Transco. Je me suis aperçu que déjà, au moins, n'étaient admis dans ce bus que les places assises. Ce qui est déjà une diminution, même si elle n'est pas totalement drastique, du flux de passagers qui se côtoient, qui crient, comme on l'a toujours connu. Je pense que c'est un début de toutes ces mesures. Non, le masque a été exigé. Je pense que le message du chef de l'État que va relayer ou a déjà relayé le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, exige qu'il y ait port de masque. Nous devrons donc, si on s'aperçoit que la mesure n'est pas bien appliquée, il y a moyen d'utiliser ce que d'autres appellent le plan B. De toi à moi. Plan B pourrait être responsabiliser davantage les receveurs et le conducteur des bus. Lorsque un citoyen est retrouvé dans votre bus sans masque, pourquoi ne pas appliquer la sanction au surveillant de l'heure, qui est absolument le receveur ou le conducteur du bus. Je ne sais pas si c'est une mesure naïve, mais appliquée à mon humble avis, elle dissuadera un peu. Je suis de ceux qui pensent que dans une société, il est important d'appliquer des sanctions positives, c'est vrai, mais négatives et un peu plus drastiques, c'est parfois nécessaire aussi. La discipline est importante dans la gestion de cette pandémie. Ma question était, est-ce que les mesures prises par le gouvernement sont suffisantes et sont justes? Parce que suffisantes dans le sens où on a l'impression que non, juste dans le sens où on a l'impression on s'est permis de restreindre certaines libertés et les églises notamment, les écoles notamment, même si les écoles on comprend, mais sachant que les enfants sont un principal vecteur de propagation de ce virus, c'est en tout cas ce que ceux de la prise en charge nous ont dit depuis le début de cette épidémie. Est-ce que ces mesures sont insuffisantes et justes? Je dois ici rappeler ce que nous venions de dire tout à l'heure, la place des mesures de restriction individuelles, mais la place des mesures de restriction dans la société, donc sociétale. Est-ce qu'elles sont suffisantes telles que promulguées chez nous? Je ne peux pas dire qu'elles soient réellement suffisantes, parce qu'il y a notamment, même si on a rappelé que les églises, on en a besoin évidemment pour se rapprocher du Créateur. Mais les églises devraient appliquer de manière évidente la distanciation, le contrôle de la température. C'est un espace fermé où l'on chante, où l'on crie, où même certains d'entre nous qui en ont la propension entrent en transe.
il est important que ces mesures soient également appliquées là. Ceci montre le caractère multisectoriel, multidisciplinaire de la gestion de la Covid. Pas le fait du seul secrétariat technique, certainement pas de seuls décideurs ou du gouvernement, mais tous les leaders d'opinion, tous les sensibilisateurs, les médias, ce que vous faites depuis de longues journées, nous devons tous nous prendre en main et avoir le courage après un temps. Ici, on nous a donné 2 semaines. C'est pour une évaluation sans complaisance. Nous nous apercevons que nous sommes en train de casser la courbe épidémiologique. Oui, les mesures peuvent encore être assouplies. Le cas contraire, elles devraient être renforcées. Covid-19, c'est une pandémie, une maladie nouvelle qui nous apprend à tous une chose, une très grande leçon d'humilité, d'apprendre tous les jours les uns des autres. Vous êtes le responsable de la prise en charge. Parlons de la prise en charge. Après, on parlera du traitement. Exemple vécu. Déclaré positif le 23 mai, le premier appel de la riposte intervient le 17 juin. Est-ce que riposte il y a vraiment? Vous m'annoncez un cas triste, je dois l'avouer et dire à quoi ça sert de dépister et de déclarer plus de 15 jours après. Vous avez probablement eu le temps par votre système immunitaire, surtout lorsque l'infection est à charge virale faible, de réaliser vous-même l'élimination de ce virus. Mais dans le pire des cas, d'aggraver la situation, parce que la charge peut augmenter également. La réplication virale, elle est possible lorsqu'elle rencontre un terrain susceptible. Ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens se plaignent. La riposte ne prend en charge personne ou peu. Cela commence aux frontières où quand on vous dépiste, les résultats peuvent ne jamais venir, jusqu'à l'intérieur des zones de santé où peut-être dû à la démotivation salariale dont vous faisiez référence tout à l'heure, la riposte semble faible, très faible même. Je dois absolument avouer que nous avons des choses à améliorer absolument. Il est impensable qu'après la gestion d'une première et d'une seconde vague, qui n'a pas été des plus catastrophiques, reconnaissons-le, nous ne puissions pas reconnaître les mêmes problèmes et même plus graves au moment de la troisième vague. Tout n'est pas dans la démotivation pécuniaire qu'engendre la situation, même si c'est un facteur déterminant à un degré important. Mais il est aussi utile de dire et de reconnaître la faiblesse globalement, secret de Polichinelle, de notre système de santé. Est-ce que nous avons facilement la capacité de dépister? Il faut dire qu'on vient d'intégrer, il n'y a pas très longtemps, dans le dépistage, les tests antigéniques dont vous avez entendu parler. Le débat a été très long, des tests rapides en Europe, etc., qui pourraient, au bout de 15 minutes, éventuellement donner le résultat. En reconnaissant absolument la faible sensibilité, plus ou moins 70%, donc 30 peuvent échapper. Mais lorsque ce test est positif, il y a fort à parier que même le test consacré, qui est le test moléculaire, la RT-PCR, elle sera positive. Je pense. Commandé depuis le début de la première vague, nous avons à peine, un petit peu à l'entrée de cette troisième phase, enfin reçu quelques tests rapides. 300 000. 300 000. Nous devons nous investir davantage. 300 000 sur 80 millions d'habitants. C'est insignifiant, je suis le premier à le reconnaître. Mais aujourd'hui, mieux que tout simplement ces tests rapides sérologiques qui montrent les antigènes, etc., il existe à l'heure actuelle des PCR rapides qui, en 15 ou 20 minutes, peuvent aider à arriver au résultat. La pandémie doit être une opportunité pour renforcer notre système immunitaire. Donc il est important que là, il y ait une action pour diagnostiquer rapidement, de manière précoce, et
prendre très rapidement aussi des actions. Les actions étant isolées et traitées. C'est la meilleure façon de casser la chaîne de transmission. Professeur Kayembe, vous êtes le responsable de la prise en charge. C'est la 3e fois que je le dis. Parlons de cette prise en charge. Alors, les médicaments, je ne peux pas les citer parce que je n'en ai pas autorité. Mais ces médicaments sont connus. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche toujours bien, même avec le variant indien, qui, variant Delta, est plus virulent que les autres? Je me disais, j'ai affaire à quelqu'un qui, d'abord, le fait d'avoir interrogé, côtoyé régulièrement les prestataires de soins, finit par apprendre certainement autant, si pas un petit peu plus qu'eux-mêmes. Tu me parles déjà des variants et tu me parles de l'efficacité des médicaments face à ces variants. On doit pouvoir dire, nous ne citerons pas non plus de molécules, parce que même dans notre pays, nous avions un schéma national, nous avons, je ne dirais pas nous avions, et d'autres sont en train de rattraper le premier, certains étant aujourd'hui, selon les règles de l'art, en essai clinique qui permettront d'établir des évidences pour leur utilisation éventuelle. Je dois pouvoir dire que globalement, ces médicaments qui ont des propriétés antivirales peuvent avoir sur les variants. Attendons d'avoir des évidences médicales pour pouvoir infirmer ou confirmer cette situation dans un sens ou un autre. Mais ce qu'il y a de mieux dans la prise en charge par les médicaments, c'est qu'on comprend tous les jours de mieux en mieux la physiopathogénie de ce virus. Qu'est-ce qu'il provoque dans l'organisme? On sait beaucoup de dégâts. Qu'il provoque un état, je vous en prie. Un état fébrile, mais oui, pas que. Oui. Il attaque les poumons. Absolument. Provoquant des pneumonies, oui, jusqu'à l'insuffisance respiratoire du malade. Absolument. Et pas que. Non. Parce que aujourd'hui à Kinshasa naît une polémique sur empoisonnement, sur AVC, sur arrêt cardiaque, qui pourrait être due aussi au fait que cette Covid accélère la coagulation du sang qui peut, elle, entraîner de nombreux dégâts. Alors dites-nous en plus sur ce qui doit être fait, parce qu'en Europe, je dois souligner, au Congo encore, il y a, on va dire, des choses qui se font en Europe. Quand vous tombez malade, on vous demande de rester à la maison en attendant le pire et de prendre du Doliprane. En RDC, on fait quoi par rapport à tous ces cas de figure? Qu'est-ce qui doit être fait? On a vu que la riposte ne réagit peut-être pas aussi rapidement, mais qu'est-ce que doit faire celui qui tombe malade? Et là, on va vraiment dans l'appel au médecin, à celui en charge de la prise en charge. À part la panique qui est présente, qui est certaine, à part l'angoisse qui peut entraîner autre chose, avec cette solitude que provoque cette maladie, qu'est-ce que doit faire, conseil pratique, celui qui tombe malade? Je suis très heureux parce que là, vous me posez une question sur les médicaments globalement de la Covid. L'état inflammatoire, l'état infectieux, on le sait aujourd'hui. D'où l'indication, en fonction de la sévérité de la maladie, des corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires par excellence. Et l'inflammation, elle vient d'où? Ce virus qui pénètre dans l'organisme rencontre avant tout les muqueuses des voies respiratoires. La porte d'entrée principale étant la voie aérienne, nez, oreille, nez, gorge, etc. Et les cellules qui sont enflammées libèrent énormément de médiateurs, qui sont des substances qui vont détruire les médiateurs inflammatoires ou les cytokines. On a évoqué l'orage cytokinique. Le terme ne dit pas tout à fait ce qu'il contient. Donc, les médicaments doivent être à même de contrôler l'inflammation, de contrôler également les effets de cet orage de cytokines, donc contrecarrer l'action des cytokines. Vous venez de dire quelque chose de très important également. Étant donné que le secteur pulmonaire, les alvéoles qui sont les petits sacs au niveau du poumon sont enflammés, il y a une pénétration au niveau de la membrane des alvéoles et des capillaires et l'invasion du courant sanguin avec une altération de l'enveloppe interne des vaisseaux sanguins que nous appelons l'endothélium. Celui-ci, lorsqu'il est atteint, il libère lui aussi des substances qui vont exagérer la coagulation.
ce qu'on a su quelques mois après le début de Covid, c'est que cette maladie n'était pas simplement une pneumonie virale, donc infectieuse, mais il y avait aussi beaucoup d'accidents thromboemboliques, donc l'embolie pulmonaire, les caillots au niveau du système pulmonaire. Voilà pourquoi, chez certains malades, nous avons tous réadapté nos protocoles thérapeutiques en introduisant préventivement ou de manière curative les anticoagulants. Mais vous avez dit, qu'est-ce que nous avons fait en République démocratique du Congo? Je reconnais une première difficulté, qui est celle de la décision de qui traiter ni comment le traiter, parce qu'elle contient celle-là. Bien sûr, les données de la clinique que nous savons avoir, parce qu'on a des personnes formées pour ça. Les données de la biologie, nous avons des marqueurs d'orientation. Par exemple, un marqueur de l'inflammation que nous avons cité, c'est la protéine C réactive. Lorsque vous avez un sujet qui a une protéine C réactive très élevée, à 3 chiffres par exemple, faites attention, ça peut être une indication de commencer d'emblée les anti-inflammatoires, notamment les corticoïdes. Les corticoïdes, oui. Lorsque vous faites... L'examéthasone particulièrement. Exactement. Bon, j'ai cité, j'aurais pas dû. Exact. J'aurais pu citer beaucoup de médicaments, mais si je me permets de citer, avant que cet échange devienne tellement scientifique que j'en perds moi-même mes pinceaux, je voudrais revenir je voudrais qu'on en arrive au vaccin. Mais avant d'en arriver au vaccin, est-ce qu'il n'est pas possible de vulgariser plus la manière à laquelle on soigne cette Covid plutôt que d'entraîner tout le monde vers un vaccin qui sème le doute? Je dois vous dire que le traitement concerne les personnes déjà malades. La prévention concerne la protection de l'individu, prévenir qu'elle ne tombe malade, et la protection également de la cité. Évidemment, les mesures barrières individuelles, les restrictions individuelles ou au niveau de la cité, de la société, visent à prévenir, à empêcher que l'infection ne vienne. L'endiguement, éventuellement, dans une communauté, le contrôle de frontières, etc. Et lorsque la personne est malade, ce n'est pas la part de vaccin. Nous avons en République démocratique du Congo, depuis la première vague, eu quelques petites forces. Ne rougissons pas pour le dire. Encore que, ayant un teint un petit peu clair, Christian, tu risques de remarquer que tu n'as pas manqué de me faire rougir depuis que je discute avec toi sur la Covid aujourd'hui. Effectivement, nous avons un système de santé organisé en zones de santé. La zone de santé, il y en a plus de 565 chez nous. Elle permet une référence verticale et assez rapide de l'information, de la base jusqu'au niveau central. Nous avons disponibilisé à l'heure actuelle un protocole thérapeutique, mais qui doit être réajusté. Dans le monde entier, les corticoïdes, au début, on disait, pas question, vous allez aggraver une maladie virale. Un petit peu après, certains cas sévères devraient. Les anticoagulants dont nous venions de parler, la même chose. Donc, nous avons un protocole qui mérite actualisation au fil de l'évolution des connaissances scientifiques. Je me souviens de vous avoir répondu dans ce sens il y a quelques mois, oui. Au moment de la première vague. Et maintenant, le vaccin. Contrôler une maladie infectieuse, c'est des notoriétés scientifiques publiques de longue date, depuis des siècles, que l'immunité, lorsqu'elle est là, elle vous permet de lutter contre un agent infectieux de quelque nature qu'il soit. Protéger un individu, ce sont ses facteurs immunitaires individuels. Si vous avez des maladies dysimmunisantes, comme le diabète sucré, comme le cancer, comme le VIH-Sida, etc., vous pouvez plus facilement qu'une personne à immunité compétente attraper une maladie infectieuse. Mais lorsqu'on parle de protéger une communauté, les épidémiologistes, encore eux, disent que lorsque l'immunité collective, communautaire, atteint plus ou moins 60%, certains même 70%, on est pratiquement sûr d'assurer la protection du plus grand nombre. Une des rares façons, j'ai toujours horreur de dire la seule, parce qu'on risque d'être contredit demain,
d'obtenir assez rapidement une immunité collective significative, c'est par la vaccination. Vous avez des doutes parce que vous avez peur d'être démenti demain. Il y a encore des doutes, ce n'est pas certain. Je demeure quand même assez prudent sur le plan scientifique parce que je n'ai pas envie demain de rétracter mes paroles comme dans un grand journal a dû le faire, le Lancet en Angleterre. Ceci n'est pas une peur réelle, mais la médecine, comme beaucoup d'autres sciences exactes, la médecine et les sciences et arts, c'est ça l'avantage, elle nous permet tout de même d'apporter des affirmations lorsqu'elles sont basées sur ce que nous appelons des évidences scientifiques. Passez-moi encore la tautologie évidente. On parle de 92%, rester prudent. on parle de 92% d'efficacité pour le vaccin AstraZeneca. Je parle de celui-là parce que c'est le seul disponible pour le moment en République démocratique du Congo. Vos certitudes sont de cet ordre ou elles sont inférieures à 92%? Moi, j'ai même eu plutôt une information selon laquelle c'était plutôt aux environs de 70%. Mais lorsque, ça c'est en matière de vaccinologie, lorsqu'un vaccin apporte des preuves d'efficacité à 50% déjà, il est autorisé pour qu'il soit mis sur le marché et qu'on essaye, qu'on l'administre pour protéger quand même la population. Ça, ce sont les règles fondamentales de la vaccinologie. Donc, s'agissant de tous ces vaccins, vous remarquez qu'ils ont des efficacités évaluées pendant une période relativement courte, reconnaissons-le. Dans le temps, un vaccin, c'était 10 ans au moins avant de rendre candidat vaccin effectif. Aujourd'hui, vous avez vu, ça a pris moins d'1 an, moins de 2 ans, globalement, nous avons des vaccins. On a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi qu'il en soit. Et dans ces vaccins, même une nouvelle catégorie, ce sont les vaccins à mRNA messager. Vacciner aussi ceux qui ont développé la maladie et donc des anticorps, est-ce sage, est-ce prudent, est-ce utile? Je dois avouer qu'il y a aujourd'hui une controverse très importante dans le domaine même des immunologistes éminents en médecine, les spécialistes des questions d'immunité. Tous s'accordent pour dire que la personne qui a attrapé la maladie développe une immunité naturelle et que rien ne vaut l'immunité naturelle. Là où les violons ne s'accordent pas de manière évidente, c'est de pouvoir dire quelle est la durée de cette immunité naturelle. Germes pathogènes nouveaux, connaissance en pleine et perpétuelle mutation, recul très court, difficile. Certains ont dit 8 mois, d'autres 13 mois. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire que l'immunité naturelle acquise par la maladie ne saurait jamais être égalée par l'immunité qu'apporterait un vaccin. Il y a énormément de choses là-dedans. C'est aussi pas un orage cytokinique, mais un orage immunologique qui apportera certainement au fil du temps des certitudes sur lesquelles le plus possible nous pourrons établir un consensus. Professeur Jean-Marie Kayembe, je rappelle que vous êtes en charge de la prise en charge. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. On se revoit quand la médecine a évolué ou quand le constat d'évolution positive ou négative de cette maladie en République démocratique du Congo aura été établi. Dire quand je n'ai pas perçu réellement la nuance de votre préoccupation la dernière. Ma préoccupation, c'est y a-t-il plus de chances qu'on se revoie pour dire que ça va mieux ou pour que vous nous expliquiez pourquoi ça se dégrade? Eh bien, Christian, je reste un homme éminemment positif. Je crois également qu'avec l'émulation, la stimulation régulière des hommes des médias, le président de la République lui-même, le gouvernement, riposte, les travailleurs de la santé, les forces de sécurité, etc., tous comme un seul homme, nous dirons, on a pu le faire à l'occasion de la première phase, trop c'est trop. Mettons fin à cet ennemi commun qui, lui, utilise des armes invisibles. Nous nous reverrons, je le pense, je le souhaite en tout cas, au moment où le pays relèvera la tête de l'eau pour sortir encore une fois de cette troisième vague. Mais la discipline de tous est importante.
la discipline de la collectivité l'est un petit peu plus, la discipline au niveau de tout un pays, elle est nécessaire et que les leaders d'opinion que nous sommes tous, vous, nous, la communauté, nous sentions chacun sa part de responsabilité. Professeur Jean-Marie Kayembe, merci. Pensez-vous que la médecine, que le corps médical, on y a beaucoup pensé au début, on y pense moins avec les 7 mois d'arriéré, sortira grandi tout ça? J'espère beaucoup et j'espère surtout qu'on évitera d'avoir 7 mois d'arriéré, tout travail méritant absolument salaire. Je pense que vous ne vous lasserez pas de répéter que ces personnes qui sacrifient leur vie, énergie, etc., et il y en a d'autres qui sont tombées elles-mêmes malades en voulant sauver d'autres, il est temps que l'on pense quand même à ce nombreux héros dans l'ombre. Mais je crois qu'il y a tout le monde qui accomplit un effort pour bouter dehors cette pandémie, représente à divers niveaux un héros dans l'ombre. C'est l'affaire de tous. Merci à vous. Ici se termine l'édition spéciale. Nous recevions le professeur Jean-Marie Kayembe, qui est aussi le doyen de la faculté de médecine de l'université. Honoraire, oui. Doyen honoraire, oui, de la faculté de l'université de Kinshasa. Merci beaucoup, Christian. Bonne soirée à tous. Et demain, nous recevrons le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, le ministre de la Santé, avec qui nous allons nous pencher plutôt du côté volet politique de cette riposte à la Covid-19. Bonne soirée. Pourquoi vacciner plutôt que soigner? Les mesures anti-Covid sont-elles suffisantes ou exagérées? Doit-on se satisfaire d'une vaccination qui ne touche qu'une majorité de résidents étrangers? Édition spéciale ce jeudi 24 juin 19h30 avec le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le patron de la politique nationale de la santé reviendra aussi sur la couverture sanitaire universelle, le mécontentement du personnel sanitaire et la gestion financière actuelle et passée de son ministère.